Bienvenue au Raconteur, le balado du regroupement des auberges du cœur du Québec. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la crise du logement. Et pour ce faire, mes invités sont Marianne Forgue de l'Auberge du cœur Habitation l'Escalier à Montréal. Bonjour. Merci d'être là. Et Sylvain Dano, qui est aussi à l'Auberge du cœur, pas aussi, qui est à l'Auberge du cœur Roland Gauvreau, donc à Joliette. Merci Salut. d'être là. Merci. Avant de se lancer dans notre discussion, je voulais peut-être amener quelques statistiques qui vont pouvoir nourrir justement nos échanges. Et j'ai fait mes recherches. Alors, au cours des 2 dernières décennies, le marché locatif québécois a connu une transformation significative en exacerbant notamment la crise du logement. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'inoccupation des logements locatifs dans les centres de plus de 10 000 habitants est passé de 3,1 % en 2013 à 1,3 % en 2023, ce qui faisait qu'il atteignait le niveau le plus bas en 2010. Parallèlement, les loyers ont connu une hausse notable. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, en 2024, le loyer moyen des appartements de 2 chambres au Québec a augmenté de 5,4 % par rapport à l'année précédente, atteignant une moyenne de 1 447 $ par mois. Toutefois, puis là c'est encore plus inquiétant, sur une période de 10 ans, c'est une hausse de 745 $, car à l'époque, en 2014, le loyer moyen était de 702 $ par mois. Avec l'annonce cet hiver du TAL sur le pourcentage applicable pour le calcul d'ajustement des loyers en 2025, c'est jusqu'à 5,9 % pour un logement non chauffé, une situation donc qui n'est pas prête de résorber l'ampleur de la crise pour les locataires. Les rénovictions où des locataires sont évincés sous prétexte de rénovation majeure sont également en hausse, selon un rapport publié en octobre 2023 par l'Observatoire des profilages. Les demandes de reprise de logement ont connu une augmentation significative au cours de la dernière décennie, passant d'environ 800 en 2014 à plus de 2500 en 2022. Puis cette tendance à la hausse s'est poursuivie puisque pour l'année 2022-2023, les demandes ont atteint un record historique de 2693 demandes. Donc, face à cette situation, on peut questionner les efforts qui ont été déployés pour augmenter l'offre de logements abordables. Par exemple, en 2024, c'est seulement 1001 nouveaux logements sociaux et abordables qui ont été annoncés au Québec grâce à la création d'une voie rapide pour les développeurs qualifiés. Pourtant, le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, estime que pour répondre adéquatement aux besoins de logements pour les ménages à faible ou modeste revenu dans la province, il faudrait construire entre 10 000 à 12 000 nouvelles unités par année. Donc, sur 5 ans, on parle de 50 à 60 000 nouveaux logements sociaux. Donc, cette initiative, ça vise notamment à augmenter la proportion de logements sociaux à 20 % du parc locatif comparativement aux 10,5 % actuels. Donc, ces données-là illustrent les défis persistants du marché locatif au Québec où la demande croissante et l'offre limitée constituent un frein à l'abordabilité et à l'accessibilité des logements pour de nombreuses personnes, notamment les jeunes. Fait que ça fait une vaste question pour débuter notre conversation. J'ai envie de peut-être vous demander cette crise-là ou l'état de la situation du logement dans laquelle on est depuis quelques années, comment on la voit ou comment elle impacte les jeunes dans les auberges? Bien, moi, je dirais en fait que ce que vivent les jeunes, du moins à notre ressource, c'est que, en fait, quand les jeunes arrivent à notre ressource, la première chose qu'on fait, c'est déjà travailler leur capacité à se trouver un logement. Donc, à développer leur autonomie, mais aussi à se maintenir en logement. L'enjeu qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas tant d'offres de disponibles. Donc, les gens restent plus longtemps dans la ressource et où ils ont de la difficulté à se maintenir en logement, justement parce qu'il y a des éléments externes. Tu sais, je pense qu'on ne peut pas prendre la crise du logement nécessairement juste à un seul élément de la crise actuelle. Tu sais, toute la question de l'inflation, puis tu sais, le coût de base, là, des prix Les de prix à la l'alimentation. consommation. Exactement. Ouais. Au niveau de l'alimentation, les prix fixes, tout ça qui ne cesse d'augmenter, bien, ça fait en sorte que ça amène une grande surcharge pour les jeunes, autant que n'importe qui dans la population, mais qu'ils sont plus fragilisés à cause de ça.
Donc, par exemple, quand que, un jeune arrive à la maison d'hébergement, on travaille à son budget pour savoir c'est quoi ses revenus. On sait qu'il améliore ses conditions de vie à la sortie, mais on sait que même s'il améliore leurs conditions de vie à la sortie, il y a encore des enjeux parce que le marché actuel puis les disponibilités sur le marché fait en sorte qu'ils se frappent à la réalité, puis soit qu'ils restent plus longtemps dans les ressources, ou vont fréquenter d'autres types de ressources. Mais clairement, il y a un manque au niveau de la diversité du logement abordable et Ouais. accessible pour les jeunes. Donc, je comprends, ça peut créer un effet de porte tournante Exactement. dans les ressources parce que Exact. on n'arrive pas à se trouver un logement. Exact. Puis ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit aussi, c'est qu'on a déjà fait dans le cadre d'une nuit des sans-abri un peu ce parallèle-là sur le coût des loyers, là, quand on a fêté le 20e. Oui. Puis on a fait le parallèle entre le revenu. Le revenu n'a jamais augmenté aussi rapidement que le coût du logement. Fait que ça a tout un impact. Puis ce qu'on voit, ça fait longtemps que la crise du logement se prépare. Fait que sur le taux d'occupation à l'auberge, je dirais que ça n'a pas eu vraiment d'impact. Il y a autant de jeunes. Mais ce qu'on voit davantage présentement, le retour au squattage. OK. Il y a tu sais, les jeunes se squattent, puis des fois se squattent de façon pas pour s'entraider, pour un va ambitionner sur l'autre. C'est sûr, la sécurité des femmes aussi. Les femmes sont très à risque, puis ils se font squatter, ils se font malmener. Fait que ça, on le voyait moins. Ça revient assez rapidement. Profilage. Les locataires, les propriétaires se donnent du choix, se donnent... Mais à cause de la rareté Ah. des logements, ils peuvent sélectionner Exact. Oui, exactement. malgré que ce soit contre la charte des droits et libertés. Là. Effectivement. Fait que c'est une observation. Puis ça va être du profilage. Est-ce que c'est plus sur le fait que ce sont des jeunes ou tu sais, tout ce qu'on peut. Ah, tout ce qu'on peut. Bien, principalement les jeunes, parce on les voit, mais tu sais, ça touche aussi les jeunes familles. Tu sais, on a eu des demandes pour des femmes avec des enfants. On entend aussi des personnes aînées. Tu sais, ça touche. Les jeunes, on dirait que ça fait 20 ans que ça les touche. Mais là, nouvellement, bien là, les familles monoparentales, les personnes plus âgées, tu sais, ça prend de l'ampleur. Fait que, oui, les jeunes n'avaient pas bonne presse dès le départ. Puis là, ben, on en profite. Puis c'est pas simple. Il faut que les jeunes travaillent très fort pour se trouver un logement. Vraiment. Moi, on constate à la maison d'hébergement qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qui, initialement, ne feraient pas des demandes dans le réseau communautaire, mais OK. que parce que la situation, le contexte social fait que ben, il y a moins de logements, c'est ça, les coûts de la vie sont plus élevés, mais ça fait qu'il y a des jeunes qui viennent cogner à notre porte, qui se retournent vers le réseau communautaire parce qu'il n'y a pas de sortie. Puis ça fait en sorte que, ben nous, une des choses, malheureusement, qu'on leur répond, c'est qu'on n'est pas une solution, une alternative au logement étudiant ou à d'autres types de logements. On est vraiment de l'hébergement, mais parce que les gens ont quelque chose à travailler, qui veulent s'insérer, qui ont un projet de vie, qui veulent travailler des objectifs psychosociaux avec nous, puis qui veulent être volontaires à le faire. Donc, on doit de plus en plus refuser des gens à l'hébergement parce que, justement, ils ne fitent pas dans la clientèle, mais qui ont quand même besoin parce qu'ils se retrouvent en précarité résidentielle. Mais c'est un nouveau profil, au final, de demande. Parce que là, tu parlais aussi des familles ou mères monoparentales. Donc, c'est des personnes qui, avant, ne se seraient pas tournées vers les auberges pour faire face aux situations qu'elles vivent. Là. Est-ce que dans les jeunes dont le profil correspond, est-ce que l'histoire qui les a amenés vers les auberges a changé? Tu sais, si je fais peut-être un parallèle avec les auberges ou le profil de jeunes là, de peut-être une vingtaine d'années, voire plus, il y avait beaucoup de la délinquance, on était moins dans des enjeux de santé mentale. Depuis plusieurs années, on voit un enjeu plus présent là, au niveau de la santé mentale, mais est-ce que la question par rapport au logement, est-ce qu'il y a plus... je sais pas, plus de rénoviction qui amène des jeunes chez vous? Les rénovictions, là, on le constate beaucoup. Un peu comme Sylvain disait tantôt,
il y a du profilage. Donc, déjà, si une personne je sais pas, moi, je pense à une personne qui est issue de la neurodiversité, de la neurodivergence, qui a une grande sensibilité au bruit, qui fait souvent des plaintes aux propriétaires à cause que ses voisins font du bruit, bien, ça se peut facilement que la carte de sortie du propriétaire, ce soit la rénoviction, malheureusement. Puis ça, c'est disons, des cas qu'on a rencontrés dans la dernière année, où justement, de plus en plus de rénovictions qui sont liées justement parce que la personne a des problèmes soit de consommation, elle a des enjeux de santé mentale, elle est un peu différente. Bien, c'est une carte assez facile, je trouve, pour les propriétaires d'utiliser les travaux majeurs pour sortir les locataires. Il y avait la préparation au logement, je dirais aussi, qu'on voit, qui est plus importante. Puis les jeunes nous l'ont nommé, on a fait un sondage non scientifique, mais avec un autre groupe communautaire sur la MRC Joliette, tout jeune confondu, étudiants, travailleurs, itinérance, en difficulté. Puis ce qui est ressorti, c'est on veut être seul chez nous. On a ce besoin-là. Avant, on voyait de la colocation. Là, on veut avoir son chez nous à soi. Puis l'autre chose qui est arrivée puis je ne m'attendais pas à ça, mais les jeunes nous ont dit, on veut être accompagnés. On a besoin d'aide. De soutien. On a besoin de soutien. Ouais. Puis parce que c'est pas simple, c'est compliqué. Les lois, les règles, les responsabilités, nos droits, on les connaît pas. Tu sais, la fameuse transition À l'âge jeune à la adulte. vie adulte, Ouais. elle est importante. Puis on s'aperçoit aussi que les jeunes sont plus désaffiliés. T'sais, ils connaissent pas. Tu connais-tu telle ressource ou ce que tu peux te dépanner quand tu es mal pris? Ils les connaissent pas. Fait qu'il y a cette solitude-là qui s'est comme installée, qui contribue à, ben je suis encore plus en difficulté pour trouver un logement qu'il n'y a pas. Puis quand j'en trouve un, j'ai de la misère à y rester. Ou sinon, je me retrouve dans une colocation boiteuse que je veux pas. Fait que ça, c'est relativement nouveau. Là. Tu sais, ça s'est comme accéléré, ce phénomène. Il y a un drôle de paradoxe quand même entre que les jeunes désirent avoir leur appart seuls, mais qu'en même temps, ils ont besoin d'un soutien pour ce maintien-là, et donc ils ne connaissent pas vers qui se tourner. En tout cas, pour moi, je vois un drôle de paradoxe, mais aussi un besoin autant d'autonomie, Bien, je pense qu'il y a une différence entre le réseau social que les gens manquent. Donc, l'affiliation sociale, elle reste importante. Puis le besoin, justement, d'être accompagné à développer son autonomie, moi, je vois deux choses complètement différentes. Ouais. Il y a une question qui repose vraiment beaucoup sur l'éducation, alors que l'autre, c'est vraiment plus la socialisation. Fait que, je trouve que... Intéressant, oui. Je trouve qu'il y a peut-être... Je pense que il y a du volet de l'éducation. Moi, quand j'étais plus jeune, à l'école secondaire, on avait un cours d'économie familiale qui nous permettait de savoir comment remplir un bail. Bien, juste cette connaissance-là, d'avoir perdu accès à cette information-là dans le parcours scolaire, ou même qu'elle soit diffusée et accessible à tous et connue de tous, bien, ça fait en sorte que nous, on était plus conscients de nos droits. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme cette distance-là aussi qui s'est créée entre les connaissances des gens par rapport justement à leurs droits, à tout ce qui est les éléments qui vont mener à l'autonomie et puis le maintien, surtout en logement, puis toute la question de l'affiliation sociale. Je pense que si on tombe dans la notion de l'affiliation sociale, on tombe vraiment sur un autre sujet, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu, là, comme tu l'as bien nommé, Sylvain, là, de toute la question de la solitude à travers tout ça. Là. On l'entend, nous aussi, également, que les gens veulent être en appartement seul. Ils ont besoin d'un espace à eux, d'un espace sécuritaire. La sécurité revient souvent aussi. Puis j'entends, on a entendu souvent dans les dernières années, je préfère être dans un réseau communautaire que de me retrouver dans un appartement où il y a des coquerelles, des rats, parce que je me sens pas bien. Fait que la notion de bien-être aussi est importante aussi à travers tout ça. Puis je pense qu'on l'écarte souvent de la précarité résidentielle, tu sais, l'itinérance cachée, et l'itinérance tout court, là, c'est aussi de ne pas avoir accès à un logement où tu te sens en sécurité puis que c'est salubre, tu sais. Donc, effectivement. Bien, c'est ça, c'est une différence entre le lieu. Tu sais, souvent, les jeunes ont des parcours de DPJ, soit centre jeunesse, foyer d'accueil, foyer de groupe. Ben, tu sais, des fois, ça peut être
ça peut être intéressant de vouloir se retrouver dans un appartement à moi tout seul, de ne pas partager ma salle de bain, de pas... Mais en même temps, il y a ce besoin-là, effectivement, des jeunes de dire, mais je veux quand même pas être tout seul parce qu'ils ont eu l'habitude d'être en groupe. Très cadré aussi, oui, très... que c'est un défi d'accompagnement. Tu sais, c'est pour ça que l'accompagnement est important. Et que, tu sais, on veut pas... On travaille, quand ils passent en hébergement, on travaille à faire un groupe, faire un noyau avec eux. Puis là, ben, finalement, on les place en appart tout seul. On ne peut pas faire ça. On a un devoir de s'investir auprès d'eux. Il faut continuer. Là. Parce que sinon, c'est un peu les propulser vers une situation d'échec. Là. Les mettre en trouble. Mais c'est pas donner les éléments pour les maintenir en logement, je pense. Puis je pense que la notion de housing first qu'on a beaucoup au Canada, qui est très connu là, au niveau fédéral, donc l'approche logement d'abord, effectivement, ben ils doivent venir avec du soutien justement parce que et en plus ils le savent, le gouvernement fédéral avec tous les rapports là, de la gouverneure là, de l'itinérance là, qui a sorti. Je ne l'avais pas dans les statistiques. Elle a présenté un rapport justement de le logement, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de suivi puis il n'y a pas d'intervention qui fait justement, qui travaille puis qui accompagne la personne au maintien en logement. Donc, tu sais, c'est quelque chose, on le sait, ça a été démontré. Donc, investissons justement dans cette voie-là pour qu'on puisse les garder. Puis j'avais envie de rajouter aussi que je pense que les services de post-hébergement que les auberges offrent, il prend tout son sens justement pour réussir à maintenir et l'affiliation sociale et le maintien au logement. Oui. Donc, je pense que c'est une belle solution que les auberges ont développée avec le temps de maintenir le lien justement avec les jeunes. Puis parfois, certaines auberges peuvent se le permettre, d'autres non, mais de se déplacer dans les lieux d'hébergement, dans les appartements des jeunes pour justement maintenir le lien puis s'assurer de les maintenir en logement. Puis aussi de rappeler un petit peu de défense de droit à travers tout ça, je pense. Ça en fait partie, effectivement. Là, puis que ce soit des rénovictions, mais ça peut vraiment être sur différents aspects. Tu sais, là, on parle de l'impact un peu chez les jeunes que vous accueillez ou le profil. Est-ce que ça change ou est-ce que ça a changé là, dans les dernières années, votre approche d'intervention? À l'escalier, totalement. En fait, on est beaucoup plus centré sur les besoins psychosociaux de la personne. Donc, par exemple, ça va être vraiment lors de la première... Par exemple, s'il y a un jeune qu'on juge qui est autonome, qui serait capable de vivre en appartement, mais qui n'y arrive pas à cause de sa situation financière, malheureusement, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'enjeu à travailler, qu'il n'y a pas de projet de vie ou qu'il n'y a pas besoin d'un accompagnement psychosocial, bien, malheureusement, on va privilégier quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Donc, ça fait qu'on est comme un petit peu plus strict sur les personnes qu'on accueille parce qu'on veut vraiment qu'ils soient volontaires à être accompagnés. Mais n'empêche que, tu sais, on reste une maison d'hébergement, on est sensible à ce qu'ils vivent, on ne veut pas, tu sais, créer plus d'itinérance. Mais c'est ça, on se doit, parce qu'on est limité dans notre capacité d'accueil à 20 lits, bien, on se doit d'être un petit peu plus sélectif, puis de cibler mieux les personnes qui vont être justement, qui ont plus d'éléments à travailler. T'sais. Mais n'empêche que il y a 10 ans comme aujourd'hui, la première affaire qu'on va travailler quand une personne arrive à l'auberge, c'est lui trouver un logement puis travailler son budget. Fait qu'à ce niveau-là, ça ne change pas au niveau de notre intervention en tant que telle parce qu'on travaille le logement, le budget, l'autonomie, tout ça, l'affiliation. Mais au niveau des gens qu'on va accueillir, on va être un petit peu plus sélectif à cause justement qu'on reçoit tellement d'appels puis qu'on doit refuser, tu sais, entre 3 et 20 jeunes par jour. Bien, il faut être quand même assez sélectif dans ceux qu'on accueille malheureusement. Bien, ce que ça me fait dire ou ce que j'entends en fait, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus de demandes que votre capacité à accueillir, vous le ramenez davantage vers la mission que vous avez d'accueillir des jeunes avec un suivi psychosocial, mais aussi toute la notion du volontariat. Exact. OK. C'est un peu semblable à ce que Marianne vient de dire. On s'est donné du temps aussi, de prendre plus de temps parce que c'est effectivement, il y a des jeunes qui vont peut-être être plus en difficulté. C'est un beau leg de la pandémie qu'on a appris. Fait qu'au moins, il y a eu ça de bon. Mais ce qu'on a vu, c'est la pression du réseau sur nous. Pour tous les jeunes qui ont des difficultés avec la santé mentale, des déficiences intellectuelles, des problèmes de comportement
où eux ils ont aussi un besoin de logement, que ce soit du logement dans la communauté ou du logement plus spécialisé, mais ils n'en ont pas plus accès. Fait que le réseau s'est tourné vers nous. On a ouvert nos portes un peu plus grand, mais on était en train d'épuiser notre équipe de travail. Fait que là, malheureusement, on est obligé un peu de refermer les portes. Ben, un peu dans le même sens, alors que vous recentrez davantage sur la mission, Oui. quand que la pression augmente, c'est un peu vers ça qu'on se retourne pour ça. s'assurer de... C'est ça. Mais, tu sais, ce que l'équipe avait l'impression d'abandonner ces jeunes-là, mais on a essayé de se rassurer en disant, mais on va essayer de porter la parole de ces jeunes-là au moins. Oui. Fait que de frapper à la porte du 6, puis de, tu sais, j'aimerais ça que vous preniez vos responsabilités. Fait qu'on travaille dans ce sens aussi. Est-ce que ça vous amène à faire plus de défense de droit, la question de la crise du logement des dernières années? Bien, oui, assurément, mais à plein niveau. Tu sais, autant au niveau des propriétaires que, un peu comme Sylvain vient de mentionner, mais tout ce qui a attrait à le dumping du réseau de la santé. Oui. Eux aussi vivent le même effet de l'urgence est saturée. Ils doivent trouver des lits. Nous, le vendredi 4 heures, on reçoit beaucoup d'appels de l'hôpital pour savoir si on a de la place pour la fin de semaine, étrangement. Donc, ça tu sais, c'est pas juste la question de la crise du logement, c'est quelque chose qui existait avant la crise du logement, mais là, qui est exacerbé parce que les ressources sont pleines. Puis, ben, c'est ça, il n'y a pas d'autres disponibilités. Puis, il y a une certaine responsabilité du système de santé de maintenir le lien puis de s'assurer que la personne qui sort d'hôpital, ben, elle a un endroit où aller. Mais malheureusement, le réseau communautaire n'est pas plus la solution, ni l'alternative au logement étudiant, ni au dumping du réseau de la santé. Oui, effectivement. Puis nous, le lundi matin, on rappelle à 8h30. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que tu avais une place, mettons. C'est bon, OK. Ouais, OK. Fait que ça a eu un peu, donc c'est ça, des effets sur, pas nécessairement sur votre intervention, parce que vous ramenez, ou quand il y a une pression plus forte, vous le ramenez vers la mission, mais que vous faites peut-être plus de revendications sur les paliers qui mettent de la pression. Ça. Puis l'autre effet qu'on a remarqué depuis quelques semaines, quelques mois, c'est la sécurité de nos inter post-hébergement. OK. Font des suivis. Tu sais, tantôt, je parlais de places où il y a des squatteurs, où il y a des voisins malveillants, où il y a ben, tu sais, il y a des fois il y a des intervenantes qui s'est fait menacer. Fait que là, il y a des places où on ne va plus. Tu sais, là, il commence à avoir un enjeu de sécurité. Là. Fait que ça, on ne le voyait pas. Là, on le voit. Vous avez abordé la situation des intervenantes dans leur intervenantes et intervenants dans leur travail. Est-ce que vous voyez un impact de la crise du logement ou de la rareté de logement sur vos propres équipes? Bien, tu sais, il n'y a personne tout le monde peut se faire rénovicter demain matin, là. Donc, tu sais, nous, je sais qu'au sein de l'équipe, c'est des enjeux. Puis, c'est ça, tu sais, on n'a pas les meilleurs salaires dans le réseau communautaire. Là, donc, ça aussi, ça porte à réfléchir. Tu sais, le pouvoir d'achat des gens qui travaillent dans le communautaire, ça réduit. Tu sais, s'il y a moins d'offres de logement, les logements sont plus coûteux, ben ça affecte également les employés du communautaire comme n'importe quel autre citoyen québécois. Là. C'est un gros enjeu, ça. C'est un gros enjeu, effectivement. Ouais. C'est un gros enjeu. Je me rappelle d'avoir partagé des dons de denrées avec des inters. Pas parce que je souhaitais le faire, parce qu'il y en avait besoin. Parce que sinon, c'est je me loge, Oui. je me nourris ou je me loge, exact. et non pas je me nourris et je me loge. Oui. Même les travailleuses et les travailleurs du milieu communautaire sont affectés, tu l'as dit. On n'a pas les mêmes, nécessairement, conditions salariales que dans le réseau. Fait que ça me rend vraiment curieux de voir est-ce que ça l'impacte jusqu'au sein de l'équipe ou des dynamiques dans une auberge. Bien, ça va impacter surtout, tu sais, quand tu as de la difficulté à joindre les deux bouts, comment être disponible au travail, comment être disponible à ces jeunes-là. C'est surtout ça qu'on vit présentement. Puis c'est là que, comme Marianne dit, bien, d'accueillir l'intervenant dans sa difficulté, puis d'essayer de proposer des alternatives, puis des coups de pouce. Là. Tu sais, ça, je pense que c'est un devoir.
Puis en plus d'être un devoir, tu sais, c'est de montrer qu'on est un employeur responsable, puis qu'on est un employeur de choix. Fait que, tu sais, moi, je vis bien avec ça. Puis je pense que c'est important de les soutenir, nos équipes. Ben oui. Parce que c'est quand même eux qui accueillent les jeunes. Là. Fait que, tu sais, Mais c'est une réponse quand même humaine parce que, comme tu dis, tu sais, si tes propres employés sont dans des situations de précarité, comment on peut bien accompagner quand que... Ouais. Mais tu sais, Sylvain l'a mentionné, mais quand tu es intervenant, ton outil de travail, c'est toi-même. Donc, si toi, tu n'es pas bien, tu fais pas un bon travail. Donc, tu sais, je pense que notre responsabilité en tant qu'employeur, c'est de s'assurer justement du bien-être, puis, tu sais, bien-être de chacun des membres de l'équipe. Donc, tu sais, nous, à l'organisation, je pense qu'ils sont assez choyés, mais on a une belle Cadillac au niveau des assurances collectives, mais on a aussi un fonds d'urgence pour les employés. Donc, par exemple, s'il y a une bad luck qui arrive, tu sais, les électros qui lâchent tout en même temps, puis, tu sais, c'est pas cool. Ben, tu peux demander à ce fonds-là, puis un petit comité qui évalue. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plein d'alternatives, tu sais, plein de belles solutions qu'on a justement pour répondre aux besoins de nos employés. Là. tu sais, dans l'escalier Roland-Gauvreau, c'est des vieilles maisons. Ça fait longtemps qu'on existe. Fait que, tu sais, j'imagine une nouvelle maison qui est en démarrage, des nouvelles équipes de travail qui sont en démarrage. On tourne un point de service qu'on essaie de faire vivre, qu'on essaie... C'est difficile, là. C'est plus difficile. Oui. Donc, tu sais, on voit vous adapter quand il y a une situation, notamment qui touche vos équipes. Je serais peut-être curieux de voir les jeunes. Est-ce qu'actuellement, vous mettez en place des initiatives ou vous faites des actions pour soutenir les jeunes dans ces difficultés-là, soit à se trouver du logement ou à se maintenir en logement? Bien, tu sais, je pense qu'on en a glissé un mot tantôt, mais tous les services de post-hébergement, c'est sûr que ça l'aide, ça facilite le maintien en logement. Nous, à l'Escalier, il y a 2 ans, on a mis sur pied un projet pilote où on a converti des Airbnb pour les adapter, pour accueillir des jeunes en dehors de la ressource, parce qu'on se disait que les jeunes étaient rendus assez autonomes, mais il n'y avait pas la capacité de se signer un bail, soit parce qu'ils étaient blacklistés au tribunal administratif du logement ou qu'il n'y avait pas de crédit. Donc, ils vivaient une certaine discrimination Donc, les propriétaires ne voulaient pas leur signer de bail de baux. Fait qu'on a créé, 2 appartements en dehors de la ressource où là, ben, on était comme co-signataires, mais chacun des résidents ou résidentes de ces appartements-là avait une facture à leur nom. Donc, pouvaient remonter leur crédit et leur nom sur le bail. Donc, ils pouvaient, tu sais, vraiment, tu sais, remonter... On est un peu dans une logique d'appartement supervisé, mais que c'est encore, ils sont sur le bail de location. Exactement. Donc, marché privé, locatif privé. L'avantage des Airbnb, c'était que c'était déjà meublé. Là. Puis ça allait aussi dans notre sens de défense des droits, contre justement la hausse du logement de courte durée. Nous, on est situé dans Hochelaga-Maisonneuve, puis c'est assez problématique, là. Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie vivent beaucoup, et le plateau, vivent beaucoup de locations de courte durée de type Airbnb. Donc, l'objectif, c'était un peu de se battre contre cette logique-là. J'étais un peu curieux. Est-ce que dans le fond, vous louez un Airbnb ou comment vous l'avez converti? On s'est organisé avec les propriétaires qui étaient justement, qui faisaient du courte durée parce que justement, ils pouvaient se permettre d'avoir un meilleur revenu quand c'est du courte durée. Puis on a négocié. Donc, ça a été long, en fait. Ça a pris presque 8 mois avant qu'on réussisse à trouver des propriétaires qui étaient intéressés. On a frappé à plusieurs portes. Puis finalement, il y en a 2 qui ont accepté. Puis là, en fait, le deal, c'était, je rachète tous tes meubles, je rachète tout ce qui est à l'intérieur, mais tu me laisses loger. Puis on deal avec toi pour le bail jusqu'à la moitié du bail. Puis après ça, c'est les jeunes qui vont prendre de plus en plus de place dans la location du bail. Puis c'est avec eux que tu vas communiquer. Donc, ça a été quand même... c'est un test, là, c'est un projet pilote. La première année, ça a été très rough, je vous dirais. Oui. Mais on a assez aimé l'expérience, puis on a assez trouvé qu'il y avait de retombées sociales, qu'on en démarre un nouveau. Puis on attend d'avoir la confirmation du financement, mais on va en louer 4 en dehors de la ressource. Donc, on va avoir, une dizaine d'autres résidents qui vont sortir à l'externe de la ressource dans des logements destinés à du courte durée.
qui, là, ben, vont être Mais qui habités par des gens. permet de se bâtir un Un crédit, de de réajuster, tu sais, toute la une situation. expérience de Ben, le logement vivre aussi. ensemble, le logement, qu'est-ce qu'on fait quand que l'électro il coule, qui qu'on appelle, le propriétaire vient pas arranger la fenêtre qui a une craque dedans, il y a de l'air qui rentre, je paye plus cher d'hydro, qu'est-ce que je peux faire? Des choses qui vivent pas à la maison d'hébergement. Donc, c'est vraiment les mettre dans une situation réelle, mais d'être toujours en arrière. Donc, c'est un peu du post-hébergement, à part supervisé, un mix de la continuité de... Qui répondent peut-être aux besoins d'avoir son chez-soi. C'est Quoique ça. là, je comprends qu'ils sont peut-être en Ils colocation, sont en colocation actuellement. mais qui ont quand même leur adresse. Exact. Ben, une facture, tu sais. Avec un soutien. Ouais. Puis l'idée d'avoir une facture à ton nom, ça peut être le fun aussi, tu sais, de recevoir ton premier bill. Ah oui? Là. Ouais, ben oui. Juste le premier. Juste Oui, le c'est premier. ça, Les je autres, les comprends. subséquents, peut-être pas, mais le premier, tu sais, il y a quand même Oui. une certaine fierté, tu sais, de voir ton nom Totalement. avec... Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait tout ça dans ce projet-là. Ben, c'est ça. C'était à reproduire. On a appris les bons coups, les moins bons coups du projet pilote. Là, on va repartir avec les bons coups dans la phase 2, mais je pense que c'était une belle solution. Tu sais. C'est des jeunes qui avaient la capacité qui avaient assez d'autonomie pour être en logement, mais de par leur manque de crédit, justement, ou la situation vitale, ben, ou du profilage et des discriminations qu'ils vivent, ben il n'y avait pas accès à un logement. Donc, tu sais, au lieu de les maintenir dans le réseau, tu sais, dans notre auberge, ben on les a sortis en dehors de l'auberge, puis ça a fait en sorte qu'on a pu travailler dans la maison d'hébergement avec d'autres jeunes. Donc, tu sais, c'est une alternative qu'on a trouvée, mais effectivement, il y en a des tonnes, là. Il y a de belles initiatives, je pense, qui se font un peu partout au Québec, là. Oui. Il y a 10-12 ans environ, on s'était dit de développer du logement, c'est pas dans notre mission. T'sais, nous, c'est pas ça notre mission, fait que c'est pas à nous à développer ça. Mais là, de ce qu'on voit, puis nous, dans le coin à Joliette, il y a un propriétaire qui a pratiquement 80% du marché locatif. Fait que ça c'était barré une place, c'était barré dans les autres. Fait que, puis ce qu'on voit aussi, c'est ils se mettent à acheter des buildings, ils se mettent à acheter des choses qui reconstruisent en immeubles qu'on n'a pas les moyens de louer. Fait que finalement, là, on a changé de cap. On a décidé d'essayer d'aller chercher ces édifices-là, les enlever du marché privé pour pouvoir les convertir. T'sais, là, on vient d'acheter un immeuble qui va être converti en 6 places de petits studios, petits 3,5. Fait que là, on a... L'idée, c'était d'enlever ces immeubles-là du marché privé, puis de permettre à un jeune de pouvoir avoir son appartement tout seul avec l'accompagnement d'un intervenant d'un intervenant post-hébergement. Fait que oui, on n'est pas loin du post-hébergement. Est-ce que c'est plus un modèle logement social avec accompagnement ou on est aussi dans une logique d'appartement supervisé où est-ce que le jeune ou la jeune n'a pas nécessairement un bail de location, plus une entente avec l'organisme? Le projet est parti dans l'idée d'appartement supervisé, mais comme il n'est pas encore... le bâtiment est acheté tout, mais là, on est dans la construction. Fait que, tu sais, dans la construction du building, ben, on va être dans la construction du projet et tout. Fait que c'est notre premier. On est en démarche pour 2 autres. Wow! Fait que là, on va voir comment ça va. Puis, je pense qu'il faut trouver des alternatives, comme Marianne disait. Drôle d'occasion, il y a 2 semaines, il y a un groupe de personnes aînées qui nous a interpellés, puis aimerait ça qu'on puisse jumeler des personnes aînées qui veulent demeurer à la maison, mais qui ont besoin d'un coup de main. Puis est-ce qu'il y aurait des jeunes ou des femmes qui pourraient partager un logement en échange de loyer, bien entendu, mais et tout de petits travaux. Par exemple, l'entretien déneigé. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais... Aider à des tâches... Fait que là, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais il y a des projets, notamment en Outaouais, là, qui se développent là-dessus. Fait qu'on regarde ce qu'ils font. Puis nous, on va essayer de faire quelque chose là-dedans. On n'est pas bon en intergénérationnel, mais on est accompagné d'un groupe d'aînés. Fait que ça devrait être pas pire. Ça va se développer, ce talent intergénérationnel. Fait qu'il faut aller vers des alternatives. Puis il va falloir aussi que les gouvernements statuent sur le droit au logement. Il y a des gens qui font du profit parce que je fais valoir mon droit d'être logé. Exact.
Ça, il faudrait que ça arrête, là. Tu sais, Puis la spéculation immobilière, ça aussi, il faut que ça arrête. Il en existe des alternatives pour sortir des terrains de la spéculation immobilière, tu sais. Ça, il va falloir que je pense qu'on prenne le bâton du pèlerin, puis que... Ouais. parce que ça, ça va être insurmontable à un moment donné. Tu sais, je repense à mon locataire qui achète tout ce qui bouge, tout ce qui bouge pas à Joliette. Tout ce qui bouge pas. Tu sais, c'est incroyable. Mais à Montréal, je trouve ça le fun parce que la mairesse Plante a quand même acquis beaucoup de terrain avec le droit de préemption. Tu sais, donc, beaucoup de terrain. Plus de terrain maintenant que historiquement les derniers partis au pouvoir. Merci de cette précision. Mais n'empêche que c'est intéressant, tu sais, de les mettre à disposition du réseau communautaire. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille, tu sais, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais on est en entreprise d'insertion. On veut rassembler toutes nos activités dans un bâtiment. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le projet pour développer entreprise d'insertion au sol, boutique, mais développer du logement en haut pour justement être capable de doubler notre capacité d'accueil parce que, tu sais, les demandes sont vraiment pressantes, en particulier pour tous les éléments qu'on a mis tantôt, la crise du logement, tout ça. Il y a pas de disponibilité, puis je pense qu'il y a un mouvement, tu sais, le mouvement communautaire, il est quand même assez fort actuellement sur le nommer, le besoin de logement. Les GRT mettent beaucoup de pression au niveau politique. Tu sais, il y a plusieurs mouvements, plusieurs groupes qui travaillent avec différentes populations, aînés, santé mentale, femmes violentées, qui mettent beaucoup de pression sur le gouvernement, justement, pour parler puis mettre le logement comme une priorité. Puis je pense qu'au niveau fédéral, avec les dernières initiatives là, de création rapide de logements, c'est pas aussi des programmes porteurs qu'on a connus à l'époque où les coops, les HLM ont été créés, mais n'empêche que ça a été un programme rapide pour mettre, un peu comme tu disais tantôt, une voie rapide pour des développeurs qualifiés, mais maintenant, les organismes communautaires peuvent être des développeurs qualifiés. Puis cette reconnaissance-là aussi, et cet accompagnement des GRT fait en sorte que, ben, il y en a plein de beaux projets. Il y a encore beaucoup de barrières et d'obstacles à enlever, par exemple, au niveau de tout ce qui est les dépôts. Mais je pense qu'il y a une sensibilité qu'on ne connaissait pas nécessairement avant au niveau du politique sur le besoin est urgent. On aurait dû y répondre il y a 10 ans, par contre, mais n'empêche que là, ben, on est dans la crise, puis il y a peut-être une plus grande sensibilité à y répondre. Fait que je pense qu'il y a... C'est pas que du négatif, il y a du positif aussi à voir là-dedans. Tu as mentionné 2 fois GRT, mais juste pour... Ah oui, c'est un groupe de ressources techniques. Donc, un groupe de ressources techniques, c'est, par exemple, une équipe qui est composée de un chargé de projet qui va travailler sur le montage financier, qui va approcher les bailleurs de fonds pour tous les projets de développement de logements sociaux abordables. En immobilier, là. On parle de briques et de ciment. Exact. Non, ben, oui, mais c'est briques-ciment, effectivement, mais il y a aussi tout le volet, ils prennent en charge le chantier, mais aussi tout le volet, il y a des partenariats à créer avec d'autres organismes communautaires. Donc, c'est un groupe, c'est un OBNL qui accompagne d'autres OBNL dans la création de leurs projets immobiliers. Bien, vous m'amenez en fait sur le troisième thème que je voulais un peu aborder avec vous, sur les pistes d'action qu'on peut espérer voir, que ce soit par les décideurs au niveau politique ou administratif. On parlait Sylvain, tu parlais d'un propriétaire qui achète beaucoup d'immeubles dans votre secteur, que ça crée des effets qui peuvent être potentiellement grands sur les jeunes. Dans les statistiques en introduction, on parlait aussi du pourcentage de logements abordables là, que le FRAPRU aimerait ramener à 20% plutôt que 10%. Ce serait quoi des pistes de solutions, qu'elles soient politiques, administratives? Ça va prendre une volonté politique de dire que le logement, tu ne laisses pas ça à des privés, tu ne laisses pas ça. Il faut que tu t'impliques. Il faut que les groupes aussi s'impliquent avec eux. Il faut changer le paradigme. Avant, les gens achetaient, mettons, un duplex, puis ils entretenaient le voisinage, puis ils entretenaient
les bonnes relations et tout ça, puis on le vendait, puis on faisait un profit pour sa retraite. Maintenant, on achète un immeuble, puis à même le loyer, il faut que j'ai un profit. Ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, ça, il faut que ça change. Puis que les gouvernements aillent voir un peu d'autres alternatives, tu sais, pour accéder à la propriété. Tu sais, comme les fiducies foncières communautaires qu'on commence à voir un petit peu, là, mais tu sais, que c'est très timide, mais que c'est une belle solution pour permettre à des jeunes, à enlever des lots de terrain de la spéculation immobilière, puis permettre l'accès à des jeunes familles à avoir une propriété. Tu sais, c'est impensable qu'on ait qu'on n'ait pas... Tu sais, j'entendais quelqu'un, puis je pense que c'était le maire de Laval, qui disait, tu sais, je suis pas sûr que j'ai les moyens de m'acheter une maison. Ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, c'est des... Mais ça en est un parmi tant d'autres, mais... Tu sais, tout sensibiliser aussi la population, tu sais, donner la chance aussi, les jeunes ont besoin de cette chance-là, de l'accompagnement. Bien, moi, je pense que, tu sais, on a les solutions, là. Reste, comme Sylvain le mentionnait, là, c'est une question de volonté politique aussi, tu sais. J'en glissais un mot tantôt, mais tout le programme fédéral qui a permis justement la création des coops d'habitation puis des HLM, c'est un programme qui était autoportant puis qui se rentabilisait par lui-même. Tu sais, ce programme-là n'existe plus. Là, on a des programmes tels que le co-investissement à la SCHL qui ne permet pas nécessairement... Tu sais, les différents programmes actuellement de la SCHL, donc Société canadienne d'hypothèque et de logement, permettent pas nécessairement la réparation, la rénovation. Tu sais, sont de plus en plus difficiles d'accès, ces programmes-là, mais ils sont là. C'est juste qu'ils sont pas faciles d'accès. Tu sais, il y a des modèles... en 2024, j'avais assisté à une rencontre sur les modèles, les perspectives internationales du logement social et abordable. Et il présentait le modèle français et le modèle danois, si je ne me trompe pas. C'était deux modèles super intéressants où c'est les entreprises privées qui finançaient les modèles communautaires. Donc, pour attirer des employés, ils créaient des maisons, tout simplement. Donc, tu sais, les maisons étaient payés par les propriétaires des grosses entreprises pour ramener des employés, puis ils pouvaient y loger même s'ils n'étaient plus des employés de l'entreprise. Donc, il y a plein d'incitatifs comme ça. Et, mais l'idée, je pense que les entreprises privées contribuent également à la société. C'est pas une mauvaise idée, loin de là. Puis actuellement, on a des programmes mais qui, justement... au niveau de la voie rapide, bien, pas si rapide parce qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui pourraient être très simples qu'on pourrait éliminer pour faciliter justement le communautaire puis le réseau des groupes d'habitation, des OSBL d'habitation à développer de plus en plus de logements abordables et sociaux. Mais derrière tout ça, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une diversité de logements. Donc, tu sais, maisons d'hébergement, appartements supervisés, logements abordables, logements sociaux, des logements pour les familles, des aînés, de l'intergénérationnel, des PSL, peu importe, mais une diversité d'offres, puis que tout le monde y ait accès. Oui, c'est ça, que ce ne soit pas une solution unique pour se sortir d'une crise, puis que tout le monde puisse aussi trouver son compte dans cette offre-là. Fait qu'il faut une certaine aussi flexibilité des programmes. C'est parce que c'est beau mettre sur pied un programme, mais s'il répond juste à une problématique, on pense à l'ancien accès logis, les PSL, là, ils l'ont ouvert pour les PLCL, programme de supplément au loyer. Mais ils l'ont ouvert pour les étudiants, mais autrefois, tu n'avais pas le droit d'être étudiant puis de demander un PSL. Mais tu sais, ça, c'est plein de petits obstacles à des mesures qui sont déjà existantes. Ça change quoi que la personne soit étudiante? C'est un frein de plus, justement, à avoir un logement. Puis après ça, il y a plein de mesures, je pense, pour l'accès à la propriété. Mais c'est ça, il ne manque... Tu sais, the sky is the limit, là. Soyons créatifs, puis mettons quelque chose sur pied, puis portons-le, là. On fait ça, là. On fait ça. Mais si je me fais un peu l'avocat du diable, tu sais, les promoteurs immobiliers ou ceux qui vont construire du logement, tu sais, on parlait qu'aujourd'hui, tu sais, j'achète un duplex, un triplex, ou j'achète un plex et au jour 1, il faut que mon loyer soit profitable. Mais si je me mets dans la peau d'une personne qui investit dans l'immobilier, qui développe l'immobilier, comment on fait pour parler à ces gens-là puis de leur dire, on le sait que ça va rapporter plus, vendre des condos, mais
vous faites partie de la solution aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, à des personnes qui construisent... Bien, tu sais, il y a des réglementations municipales. Tu sais, à Montréal, c'est le 20-20-20, là, donc le 20 de logement social. Cette mesure-là, elle est hyper intéressante, tu sais, sur papier, mais en échange du 20 logements, si j'ai la possibilité de payer 80 000 de mon projet immobilier pour payer le nombre de logements social que je ne créerai pas, donc parce que c'est ça la mesure actuellement. La pénalité de 80 000 par logement. Je pense que c'est 80 000, si je ne me trompe pas. Mais c'est plus profitable de payer une pénalité. De payer la pénalité, parce que je sais que sur le long terme, ça va être plus rentable d'avoir des condos où ils vont payer le plein prix. Donc, c'est sûr que de mettre des mesures au niveau politique, des réglementations, ça peut déjà aider. Mais au niveau de la conversation qu'on a à avoir avec les promoteurs, je pense qu'il y en a qui sont sensibles. Oui. Justement, quand je vous parlais du projet pilote qu'on a fait, ça a été long. Ça a pris 8 mois avant qu'on trouve 2 locataires qui étaient game d'embarquer. Mais le discours qu'on a eu, c'est regarder... Bien, on a joué la carte sensible. Là. C'était 2 personnes issues de l'immigration, puis on a joué cette carte-là en toute franchise. Mais il y en a derrière qui étaient sensibles aussi à l'idée de contribuer à un projet de société. Mais c'est un discours qui n'est pas facile à avoir, puis faire changer... je pense qu'il y a un peu comme... Ben, c'est un mix entre ce que tu disais tantôt puis ce que Sylvain disait tantôt également, mais maintenant, acheter un duplex ou un triplex, c'est aussi une question de... La capacité de faire de l'épargne est difficile. Fait que c'est une source de revenus alternatifs, une source d'épargne alternative là, de se lancer dans l'immobilier. Donc, il y a peut-être aussi d'autres choses sur lesquelles on pourrait jouer en tant que société qui ne sont pas nécessairement liées à... nécessairement au logement, mais qui permettraient que ce ne soit pas ça l'alternative à l'épargne. Exact. Ouais. Donc, d'explorer d'autres véhicules pour ceux qui s'en servent comme moteur de profit. Là, disons ça comme ça. C'est sûr qu'il faut s'allier avec du politique, le municipal. Faut sensibiliser un promoteur à la fois. Faut aller s'expliquer. Il faut trouver une façon de se mettre dans le coup quand il y a des projets qui s'en viennent. Souvent, on le sait à la dernière minute. Il y a un projet de développement immobilier qui s'est fait en 1 an et demi, 2 ans autour de Roland-Gauveau, où il s'est installé 25 triplex. Pas un appartement disponible pour des jeunes. Pas un, puis pas abordable, pas rien. Oui, c'est neutre, mais comment c'est possible? Puis tu sais, moi, on a été mis au courant un peu à la dernière minute, puis c'est tout juste si je suis pas arrivé le matin, puis oups, ça venait d'être construit. C'est ça, le chantier est déjà en train de, c'est ça, de se faire. Fait que faut convaincre les municipalités, les ministères, nos ministres, puis les sensibiliser à la cause. À la question de l'habitation, du droit au toit. Je trouve ça intéressant. Nous, on est dans Hochelaga, mais le quartier limitrophe, là, donc Ville-Marie, Centre-Sud, ils ont la Corporation de développement communautaire a mis sur pied un comité qui s'appelle les grands chantiers ou grands entrepreneurs. Puis elle a réussi à faire asseoir les plus grands promoteurs immobiliers de Ville-Marie ensemble. Donc les Prével, les Mac, les Bertonnet de ce monde, pour justement les sensibiliser à la cause. Puis il y a eu un projet immobilier juste en face de la ressource itinéraire au coin de Sainte-Catherine et de Lormier qui a été justement très sensible à toute la question de la cohabitation, sachant que la ressource était présente bien avant le développement immobilier. Donc, de faire des espaces verts, mais qu'elle est sécuritaire pour tous et chacun. Donc, tu sais, ça, je pense que il y a certaines personnes qui peuvent être quand même sensibles puis que, justement, à faire des représentations, à aller rencontrer les gens, à participer aux offices de consultation publique et de nommer les enjeux, je pense que ça peut... Ça demande un effort, mais ça en vaut la chandelle. Je pense que, si on est capable de faire prendre conscience, l'exemple que tu nommes est quand même assez éloquent. Là. La ressource était là bien avant que vous ayez même vos permis pour développer. Exact. Donc, il y a quelque chose à prendre en compte, mais il faut aller les sensibiliser. Oui. Il faut faire la représentation, ça, c'est sûr. Ouais, pour le développement du logement, puis pour la cohabitation,
comme Oui. Marianne a dit. Il faut qu'on soit capable de cohabiter parce que quand on parle de la maison qui est à Joliette, ben, on est content. Quand j'en parle à quelqu'un qui n'est pas à côté, il est bien content qu'on existe. Mais quand on se Parfois, il y a du rapproche... voisinage qui, Oui. eux, trouvent ça ben plus oui, difficile. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des gros enjeux. Puis, tu sais, par où on commence? Tu sais, c'est l'œuf avant la poule, la poule avant l'œuf. Parce que, tu sais, si cette cohabitation-là s'installe, mais tu sais, un peu tout le monde doit avoir le goût de développer puis d'inclure ceux qui en ont besoin de ces logements-là. Hey, je vous remercie infiniment pour Merci. cette super discussion. Si une personne qui nous écoute pense qu'elle est en train de vivre une injustice face à sa situation de logement, qu'est-ce que vous lui diriez de faire, mettons? Comité bail de ton arrondissement, c'est à Montréal. Le tribunal administratif du logement, il a mis une ligne aussi à la disposition où tu peux appeler pour... c'est pas des conseils ni des avis. Ben ça peut être des conseils, mais c'est pas des avis juridiques. Donc, tu peux quand même appeler pour savoir exactement c'est quoi tes droits. Mais le comité bail logement, Comité logement. le comité logement. Je pense qu'il y a la liste sur... il y a un regroupement des Exact, comités des logement comités et logement. associations de locataires du Québec où Oui. on peut trouver, selon la région, le comité proche de chez vous. Exact. Action Logement La Nodière, qui accompagne les personnes qui ont besoin d'être représentées, qui vont les accompagner jusqu'au tribunal, puis aussi qui vont les accueillir, puis donner aussi beaucoup d'informations. C'est un organisme qui existe chez nous aussi. Super. Ben merci encore. Merci. Merci. Alors, ben pour vous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve au prochain épisode.